Bonjour, je suis Patrick Peretti-Vatel, je suis sociologue, directeur de recherche à l'INSERM. Et Mathieu Millon, je travaille dans l'unité Vitrome dirigée par Philippe Parola. Et Mathieu Millon m'avait demandé d'intervenir sur la question du Lancet Gate et de ce que ça pouvait avoir comme incidence sur la confiance du public à l'égard de la littérature scientifique. Mais comme j'avais pas vraiment de billes sur cette question très précise, il a accepté qu'on élargisse un petit peu la question donc sur une potentielle crise de confiance à l'égard de la science dans le cadre de la crise sanitaire qui a débuté ce printemps. Alors, je vais vous présenter des résultats préliminaires de la 9e vague de l'enquête Coconel. L'enquête Coconel, c'est une enquête que fait pour nous l'IFOP. Ce sont des sondages qu'on fait auprès de 1000 ou 2000 personnes représentatives de la population française adulte. Et ce sont des sondages qu'on a fait en gros entre la toute fin mars et la fin juin. Et donc là, je vais vous présenter des résultats préliminaires de la 9e vague, donc celle de fin juin. Alors, c'est seulement préliminaire alors qu'on est en décembre. En fait, il y avait 8 vagues avant, donc on était assez occupé. Donc le projet Coconel, c'est pour coronavirus, confinement, enquête longitudinale. C'est un projet donc financé par l'ANR, la Fondation de France et l'IRD, qui réunit un certain nombre de partenaires dont j'ai mis les logos ici, mais je vais pas les détailler parce que sinon le quart d'heure qui m'est imparti va être sérieusement entamé. Alors donc, une crise de confiance à l'égard de la science. D'abord quelques éléments de contexte. Alors d'abord, c'est quoi la confiance ? On pourrait y passer beaucoup de temps. En gros, la confiance, c'est à partir du moment où vous dépendez de quelqu'un que vous ne voyez pas agir en permanence ou dont vous ne comprenez pas ce qu'il fait, vous devez lui faire confiance. Ce qui est intéressant, par exemple, pour un sociologue anglais comme Anthony Giddens, c'est de souligner ce qu'il appelle le désenchâssement des relations sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans votre quotidien, vous dépendez sans cesse de gens qui sont à l'autre bout de la planète, de gens que vous ne rencontrerez jamais, qui sont des anonymes. Et pourtant, en fait, votre vie quotidienne dépend beaucoup surtout à travers d'ailleurs les objets que vous manipulez. C'est-à-dire qu'en gros, alors les exemples que je prends le plus souvent, alors ça peut être pour un téléphone portable, un ascenseur ou un vaccin, ce sont des choses qui sont conçues, certifiées, fabriquées, distribuées, éventuellement entretenues par toute une foule de professionnels, dont un certain nombre de scientifiques d'ailleurs, et c'est des gens que vous rencontrerez jamais, et vous êtes obligé de leur faire confiance si vous voulez vivre sereinement votre quotidien. Donc on est a priori dans un type de société où la confiance est un problème. Alors ensuite, du point de vue des chercheurs en sciences humaines et sociales, la caractéristique principale d'une crise sanitaire aujourd'hui, c'est qu'elle multiplie les incertitudes. Et elle se nourrit de ces incertitudes. Et ces incertitudes, en général, contribuent à augmenter la défiance de la population à l'égard des acteurs de la crise. Ça, c'est quelque chose qu'on observe très souvent, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'avec la crise du printemps, donc on a eu une forte exposition de la science et des scientifiques, notamment dans les médias. On a aussi un gouvernement qui s'est doté de 2 conseils scientifiques sur lesquels il s'appuie ostensiblement. Donc a priori, la science a depuis ce printemps une très forte visibilité. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc dans quelle mesure cet accroissement de la visibilité de la science induit-il un renforcement ou un affaiblissement du statut de la science ? Alors là-dessus, je vais paraphraser un de mes collègues sociologues des sciences, Michel Dubois, qui a écrit un petit article dans le journal du CNRS le 18 juin dernier. Je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. Si personne ne doute du caractère exceptionnel de cette visibilité, donc celle de la science aujourd'hui, ses conséquences font aujourd'hui l'objet d'appréciations divergentes, voire contradictoires. Donc en gros, il y a ceux qui pensent que la pandémie actuelle permet à la science de faire une démonstration de force, à travers sa mobilisation, la production de données, de découvertes ou de publications, qui ne pourra à terme que renforcer l'estime et la confiance dont bénéficient les scientifiques. Et puis vous avez le point de vue inverse. La crise du coronavirus confronte brutalement le grand public non seulement à la difficulté des chercheurs et médecins à parler naturellement d'une même voix, mais plus fondamentalement à l'étendue des incertitudes ordinaires du travail scientifique, ce qui ne pourrait selon eux que fragiliser la confiance traditionnelle du public à l'égard de la communauté scientifique. Moi, j'avoue que j'étais plutôt sur la seconde hypothèse. Par exemple, si vous vous rappelez 1996, la crise de la vache folle, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que donc on avait demandé aux chercheurs, il y avait notamment un chercheur, je me rappelle plus son nom, qui était venu au journal de 20h le soir, donc pour dire si effectivement on pouvait oui ou non continuer à manger de la viande de bœuf. Donc, sans mauvais jeu de mots, il était un petit peu sur le grill et le journaliste lui dit alors, et en fait le chercheur, oui, il y a des hypothèses, des recherches en cours, on ne sait pas encore, et finalement le journaliste lui avait coupé court, il lui a dit mais alors est-ce que vous continuez à manger du bœuf ou pas ? Il voulait une preuve par le ventre immédiate, l'idée que les scientifiques ont besoin de temps pour travailler et qu'ils sont pas forcément d'accord tout de suite, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour le grand public. Alors pour examiner cette question, en fait, il y a 2 façons de faire. La première, ça consiste à regarder des séries
qu'on a depuis déjà quelques décennies, où on a suivi l'attitude des Français à l'égard de la science, parfois depuis les années 70, grâce notamment à un politiste français qui s'appelle Daniel Bois. Et donc on peut essayer de voir si on observe des ruptures ou pas en 2020 avec la crise actuelle. Et la deuxième façon de faire, en fait, c'est de demander directement, effectivement, aux Français qu'on a interrogés dans Coconel en juin dernier, si leur attitude à l'égard de la science a changé depuis le début de la crise. Alors d'abord, la première façon de procéder. Alors la question, est-ce que vous vous intéressez à la science? C'est une question qui est posée depuis 1994. Alors vous voyez qu'en 94, 2000, 2007, 2011, on a une proportion stable de Français qui s'intéressent beaucoup ou assez à la science. En gros, on est à 55-57%. Et en 2020, donc en juin 2020, dans notre enquête Coconel, on a une petite augmentation. On est passé de 19% qui s'intéressent beaucoup à la science, alors qu'on était à 15 avant, et de 43% pour assez par rapport à 40%. Donc effectivement, il semble y avoir une petite augmentation de l'intérêt pour la science, bon, sachant que comme on n'a pas de poids entre 2011 et 2020, on n'est pas tout à fait sûr que ça n'a pas commencé à augmenter avant. Mais bon, c'est quand même pas une augmentation. Alors déjà, il n'y a pas de baisse, c'est déjà un premier résultat, mais c'est pas une augmentation non plus qui est vraiment marquante. On peut pas vraiment parler de rupture. Alors ensuite, il y a une deuxième question qui est posée depuis plus longtemps encore, depuis 1972. D'une manière générale, avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal que de bien, ou à peu près autant de bien que de mal? Alors, les réponses ont évolué, en tout cas au début. Alors, attention, j'ai mis des équidistances entre les points sur l'axe des abscisses, mais évidemment, le nombre d'années n'est pas forcément le même à chaque fois. Donc, en vrai, la courbe n'aurait pas tout à fait la même allure, même si les inflexions sont les mêmes. Alors, vous voyez effectivement qu'il y a eu un changement notable quand même entre les années 70 et les années 90, un mouvement de ciseaux, puisque en 72, il y a quand même une majorité de Français qui disent la science, ça fait plus de bien que de mal, et puis un gros tiers qui dit à peu près autant de bien que de mal, et on est toujours à très bas pour ceux qui pensent que la science fait plus de mal que de bien. Et en fait, entre 72 et 94, on a eu une inversion entre les deux premières réponses, les deux réponses les plus fréquentes, puisque l'idée qu'il y aurait un équilibre entre le bien et le mal que fait la science s'est imposée. Et par contre, l'idée que la science fait plus de bien que de mal a régressé à peu près un peu plus d'un tiers. Et on voit bien cette inversion au début de la courbe. Après, ça a évolué de façon plus ou moins stable. Et en 2020, dans Coconel, on est stable au niveau de la proportion 50% qui estime que la science fait à peu près autant de bien que de mal à l'homme. On a une petite baisse pour l'hypothèse que la science ferait plutôt plus de bien que de mal, une stabilité pour ceux qui pensent qu'elle fait plus de mal que de bien, et juste une augmentation des non-réponses qui tient probablement à un effet mode de recueil. Donc a priori, on est plutôt sur des tendances qui étaient déjà existantes. On ne voit pas vraiment de forte évolution en 2020. Alors dernière tentative de voir quelque chose bouger en 2020. Les chercheurs scientifiques sont des gens dévoués qui travaillent pour le bien de l'humanité. C'est une proposition qu'on fait aux personnes qu'on interroge, et elles ont le droit de dire si elles sont tout à fait, plutôt pas ou pas du tout d'accord. Là encore, c'est une question qui est posée depuis 1972, et là encore, méfiez-vous des abscisses, parce que je ne me suis pas fatigué à mettre des abscisses proportionnelles aux écarts entre années, mais c'est pas très grave. Et là, vous voyez quand même que ça bouge pas énormément. La proportion qui est plutôt pas ou pas du tout d'accord, elle est très stable. On observe effectivement une baisse en 2020 de la proportion de Français qui pensent que les chercheurs scientifiques sont des gens dévoués qui travaillent pour le bien de l'humanité. C'est pas une baisse énorme, et là encore, c'est peut-être dû aussi au mode de recueil qui fait qu'on avait plus la possibilité de ne pas répondre dans nos enquêtes que dans les précédentes. Donc au final, effectivement, il y a peut-être une baisse, il y a surtout une hausse des non-réponses que j'ai pas représentées ici, mais il n'y a quand même pas non plus d'évolution fracassante. Donc, les attitudes à l'égard de la science suivies depuis plusieurs décennies connaissent-elles une rupture de tendance en 2020? Je réponds pas vraiment pour l'instant. Alors ensuite, les Français interrogés en 2020 ont-ils le sentiment que la crise a changé leur rapport à la science? Donc ça, c'était une question qu'on posait dans Coconel. Alors diriez-vous aujourd'hui, compte tenu de l'état de la science sur le coronavirus, que vous avez plus confiance dans la science qu'auparavant, 12%, moins confiance dans la science qu'auparavant, 12%, ni plus ni moins confiance dans la science qu'auparavant, 76%. Donc on voit encore que la confiance à l'égard de la science reste stable. Ça rejoint aussi les courbes que je vous ai montrées avant, quand même, qui ne bougent pas énormément. Il n'y a pas vraiment d'évolution notable, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors à titre de comparaison, c'est intéressant de voir que finalement la confiance à l'égard de la science,
Elle n'a pas forcément beaucoup bougé, mais par contre la confiance à l'égard du politique, elle a davantage bougé. C'est-à-dire que quand on pose à peu près la même question juste après, diriez-vous aujourd'hui, compte tenu de l'épidémie de Covid-19, que vous avez plus, moins ou ni plus moins confiance dans le ministère de la Santé qu'avant l'épidémie? Cette fois-ci, des gens qui ont plus confiance, on n'en a que 8%, des gens qui ont moins confiance, on en a 30%, et des gens qui ont ni plus ni moins confiance, on est à 62%. Donc là, on voit que autant on peut assez facilement effectivement documenter une perte de confiance à l'égard des autorités politiques lors de cette crise, autant s'agissant de la science, c'est nettement moins évident. Donc, conclusion, peu d'évolution qui se compense en 2020, donc a priori match nul entre les deux hypothèses, mais je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette question-là. D'abord, de quelle science parle-t-on ? Il y a un certain nombre de travaux depuis déjà quelques décennies qui pointent le fait qu'on aurait une fragmentation croissante du champ scientifique. Alors je vais aller assez vite sur ces choses-là, mais je vous ai mis les références. En particulier l'anthropologue Mary Douglas, elle pointe le fait qu'il existe des conceptions différentes et concurrentes de la science, et que finalement la science officielle, ça n'est jamais que le point de vue des dominants d'une société donnée. Et de son point de vue, elle, la diffusion de l'information scientifique, c'est moins une salle de classe qu'un champ de bataille. Et donc il y a des conceptions concurrentes de la science. Alors sur ce point-là, il y a un sociologue, Ulrich Beck, qui a beaucoup écrit. Alors lui, ce qu'il explique, c'est que la science s'est désenchantée elle-même, qu'il y a ce qu'il appelle une balkanisation du champ scientifique, une profusion de savoirs provisoires, conditionnels, partiels et souvent contradictoires, et donc aussi une prolifération de controverses. Il y a des mots assez marrants là-dessus où il explique que aujourd'hui, parler de vérité à un scientifique, c'est aussi embarrassant que de parler de Dieu à un prêtre. Et donc il y a l'idée que finalement, il y a tellement de connaissances scientifiques disponibles concurrentes que chacun peut y trouver ce qu'il veut dans cette offre scientifique. Alors, est-ce qu'on peut examiner ça avec les données Coconel? Alors d'abord, de quelle science parle-t-on et de quels scientifiques parle-t-on? Alors on avait posé cette question-là. De nombreux scientifiques, biologistes, virologues, épidémiologistes, médecins ont pris la parole dans les médias pour apporter des explications sur différents aspects de la pandémie de Covid-19. Dans l'ensemble, les avez-vous trouvés crédibles sur les aspects suivants? Alors, s'agissant des risques d'une seconde vague épidémique, 70% des enquêtés trouvaient que les scientifiques qu'ils avaient vus, lus ou entendus étaient tout à fait ou plutôt crédibles. 70% également pour la nécessité et la durée du confinement. 61% pour la protection apportée par les masques en population générale. 73% pour la gravité des conséquences de cette maladie sur la santé. Et 43%, donc là cette fois-ci il y a moins de consensus, sur l'efficacité et les risques de l'hydroxychloroquine. Alors, si on regarde plus en détail, la crédibilité accordée aux experts en fonction des opinions personnelles. Alors d'abord, s'agissant de la dangerosité de l'infection, si j'étais infecté par la Covid-19, ça ne serait pas grave. On a 18% des personnes interrogées qui sont d'accord avec cette assertion et 82% qui sont contre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde finalement quelle crédibilité ces personnes accordent aux scientifiques concernant la gravité des conséquences de la Covid-19, les premiers, donc ceux qui sont d'accord pour dire que s'ils étaient infectés, ça serait pas grave, ils sont 61% à trouver que les scientifiques ont été crédibles sur cette question, et ceux qui, au contraire, pensent que ça serait grave, ils sont 76% à juger que ces scientifiques étaient crédibles. Donc finalement, il y a une majorité de personnes qui trouvent que les scientifiques sont crédibles, même quand ces personnes sont manifestement pas d'accord entre elles. De la même façon, sur la question de l'hydroxychloroquine, on avait donc 20% des personnes qui jugeaient que c'était efficace, on est fin juin, 11% qui pensaient que ça l'était pas, 36% qui pensaient que les connaissances étaient encore insuffisantes, et puis 33% qui ne savaient pas. Et en fait, quand on compare ce que pensent de la crédibilité des scientifiques qui se sont exprimés sur l'efficacité et les risques de l'hydroxychloroquine, les personnes qui d'une part pensent que c'est efficace et celles qui pensent pas que c'est efficace, en gros on a 49% de ceux qui pensent que c'est efficace qui ont trouvé les scientifiques crédibles sur cette question-là, et parmi ceux qui pensent que l'hydroxychloroquine et ses dérivés n'est pas efficace, on a 46% qui jugent également que les scientifiques étaient crédibles sur cette question-là. Autrement dit, les uns et les autres n'ont sans doute pas lu, écouté, regardé les mêmes scientifiques. Mais chacun a trouvé une offre scientifique qui lui convient. Moi, ça me fait penser un petit peu au choix du médecin généraliste. Nous, on a travaillé sur la vaccination il y a quelques années, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce domaine-là, le médecin généraliste, il joue vraiment un rôle pivot, c'est-à-dire que les gens vous disent toujours qu'ils ont vraiment une très grande confiance dans leur médecin généraliste.
Mais c'est pas par magie, en fait, parce que quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ont choisi leur médecin généraliste. En particulier, quand ils ont commencé à avoir des enfants qui se posaient des questions sur la vaccination, ils sont allés voir un généraliste, un pédiatre, un deuxième généraliste, un deuxième pédiatre, et au bout d'un certain temps, finalement, ils ont choisi le médecin qui leur convient, auquel ils ont confiance, et auquel, après d'ailleurs, ils vont souvent déléguer les décisions vaccinales. Donc, il y a une confiance à l'égard du médecin, mais c'est une confiance qui a été activement construite parce qu'on a choisi le médecin en qui on allait avoir confiance. Et là, je pense qu'il s'est passé un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on juge les scientifiques majoritairement crédibles sur à peu près toutes les questions qui ont été abordées, mais c'est parce que chacun parle des scientifiques que lui a décidé de voir, lire ou écouter. Alors, sur cet aspect-là, pour aller un petit peu plus loin, je voudrais venir sur un aspect qui concerne la science, mais qui concerne aussi plus généralement les enjeux de santé publique aujourd'hui, le fait qu'ils sont de plus en plus politisés. C'est-à-dire que les attitudes de la population à l'égard de tel ou tel enjeu scientifique ou de santé publique dépendent de plus en plus, d'une part, de l'engagement politique des personnes et de leur proximité partisane. Bon, là-dessus, il y a un article qui est très intéressant, qui est paru l'an dernier, donc qui explique que voilà, on peut tout à fait aimer la science et détester les scientifiques, ou en tout cas détester certains scientifiques. Et en l'occurrence, c'est un article sur, on va dire, sur l'offre scientifique aux États-Unis qui montre que même quand on a un point de vue très conservateur sur certaines théories scientifiques, on peut toujours trouver effectivement des scientifiques qui ont une offre de savoir qui correspond à vos valeurs et vos croyances, et donc ça permet de continuer à aimer la science tout en détestant certains scientifiques. Alors pour essayer de voir ça dans Coconel, juste quelques petites illustrations. D'abord, donc, la relation entre proximité partisane et opinion sur l'hydroxychloroquine. Vous voyez en fait que les personnes qui se disent politiquement très à gauche et les personnes qui se disent politiquement très à droite sont celles qui le plus souvent pensent que c'est efficace. Alors qu'au contraire, sur les personnes qui sont plutôt au centre ou pas trop loin du centre, qui disaient que c'était pas efficace. Donc il y a une forte politisation sur cette question-là. De la même façon, sur l'indicateur que je vous ai montré tout à l'heure, donc la question de l'évolution de la confiance en l'égard de la science depuis le printemps, vous voyez que suivant qu'on est plus ou moins à gauche ou à droite du spectre politique, on n'a pas les mêmes réponses. Et en particulier, c'est chez les personnes qui sont très à droite et très à gauche, où la perte de confiance est supérieure au gain de confiance, alors qu'au contraire, c'est au centre et à droite que le pourcentage de personnes qui déclarent qu'elles ont davantage confiance plutôt qu'une perte de confiance est le plus élevé. Donc je pense que j'ai à peine dépassé mon quart d'heure. Donc pour revenir à cette question qui était, voilà, est-ce qu'il y a une crise de confiance dans la science aujourd'hui suite à la crise du coronavirus? Pour l'instant, puisqu'encore une fois ce sont des analyses préliminaires, si la crise de la Covid-19 a dégradé la confiance à l'égard des autorités politiques, a priori elle a peu impacté les attitudes à l'égard de la science, dans un sens comme dans l'autre. Toutefois, il faut bien avoir en tête que la science dont on parle est probablement segmentée et qu'elle renvoie à une offre scientifique plurielle, et que les choix que font les individus au sein de cette offre scientifique sont a priori très politisés. Je vous remercie pour votre attention.